François-Xavier Bellamy, bonsoir. Vous êtes aujourd'hui au Salon du Livre de Renaissance catholique. Quel sens donnez-vous à votre présence aujourd'hui au milieu d'une population et d'un auditoire catholique ? Je crois que ce qui est très important, c'est de bien se rendre compte que l'essentiel ne se joue jamais dans l'agitation et le bruit de la politique partisane, mais bien plutôt en profondeur dans le travail des œuvres et des textes qui font progressivement évoluer le regard que nous portons sur le monde et sur le réel. Je crois que la crise que nous vivons aujourd'hui est une crise de civilisation, ça n'est pas une crise essentiellement politique au sens technique ou pragmatique du terme, c'est une crise qui touche le regard, encore une fois, que nous portons sur notre histoire, sur notre héritage, et c'est aussi le sens de l'ouvrage que j'ai essayé d'écrire, d'essayer de décrire en tous les cas cette rupture. Croyez-vous que nous devons tirer des enseignements de l'histoire, du passé, pour essayer d'outrepasser les difficultés de la société d'aujourd'hui ? Bien sûr, il n'y a pas d'avenir qui se fonde sur l'ignorance du passé, il n'y a pas non plus de civilisation future et de liberté pour demain sans conscience de l'origine de notre culture et de nos racines. Je suis un humble acteur parmi bien d'autres et voilà, c'est le livre d'un tout jeune professeur de philosophie qui voudrait dire justement combien il est conscient de la valeur de ce qui lui a été transmis, de la valeur de ce qu'il a reçu et combien il souffre, combien je souffre, comme beaucoup d'autres enseignants, comme beaucoup d'autres adultes, de voir tant de jeunes qui sont déshérités de cet héritage, qui sont déshérités de cette culture que pourtant notre pays, notre civilisation a su produire et recevoir et que pourtant nous ne savons plus véritablement transmettre. Je pense que le nouvel élan, il viendra de la capacité que nous aurons à nous réconcilier avec notre histoire et ça passe aussi beaucoup justement par la capacité que nous aurons à nous réconcilier avec nos aînés, à ceux qui incarnent la sagesse d'une expérience qu'ils ont reçue, d'une culture qui leur a été transmise et que nous devons apprendre à réécouter de nouveau. Ce serait une erreur de penser que tout doit repartir d'une jeunesse qui ferait table rase de son histoire. Au contraire, la véritable refondation à laquelle notre société aspire, c'est celle qui verra la jeunesse se réconcilier avec son histoire et avec ses origines. Je l'ai vu aussi comme enseignant en zone urbaine sensible, on voit bien à quel point sur la ruine de la transmission ne se construit aucune société dans l'unité d'un pays qui doit nécessairement prévaloir sur la diversité des communautés, des traditions, des identités, qu'elles soient religieuses, sociales, politiques. Au fond, ce qui est certain, c'est que là encore, nous devons réapprendre à retrouver le sens de notre histoire commune, réapprendre aussi à la transmettre parce que c'est sur cet acte de transmission que se construit non pas simplement d'ailleurs l'unité de notre pays pour demain, mais même la liberté de ceux qui y vivent. Il n'y a pas de contradiction entre vouloir forger l'unité de notre pays et vouloir constituer l'occasion d'une société libre pour chacune des personnes qui la construiront. Pensez-vous que la foi catholique a un rôle puissant à jouer dans cette résurgence de la société française, dans une forme de refondation de cette société? Ce qui est évident, c'est que les chrétiens ont leur rôle à jouer, les catholiques doivent s'interroger aussi sur quelle part ils ont porté dans cette négation de la transmission. Cette rupture de la transmission s'est jouée aussi à l'intérieur de l'Église et nous devons peut-être retrouver là encore le sens de cet héritage que nous avons reçu et qui, dans son universalité, c'est le sens même du mot catholique, appartient à tous ceux qui aujourd'hui se préparent à porter cette société pour demain. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour méditer un trop court instant sur le phénomène auquel nous sommes confrontés collectivement, celui d'une crise de la transmission, d'une rupture dans la transmission. Cette rupture de la transmission, nous la voyons chacun se déployer dans tous les lieux où nous nous trouvons placés aujourd'hui et nous la voyons se déployer dans notre société commune. Pour ma part, je m'en suis rendu compte, j'en ai pris conscience avec une acuité particulière en devenant enseignant lorsque j'ai eu la chance paradoxale de vivre l'occasion d'une expérience traumatique et révélatrice à la fois, l'expérience de l'IUFM. Peut-être certains d'entre vous ont-ils connu cette même expérience s'ils se sont dédiés à la tâche de l'éducation dans notre pays. L'IUFM m'a montré à quel point la formation des jeunes enseignants était structurée autour d'un impératif fondamental, un impératif surprenant et paradoxal, vous n'avez rien à transmettre. C'est tout à fait surprenant parce que nous avions fait des études justement pour cela et nous avions même passé des concours avec cette idée, semble-t-il saugrenue, que tout le savoir que nous avions reçu méritait d'être transmis. Mais voilà, nous n'avions rien à transmettre. Ce « vous n'avez rien à transmettre », j'ai eu la chance de l'entendre d'une façon très explicite pendant cette année d'IUFM. Mais combien de fois l'entendons-nous ? Combien de fois l'entendons-nous implicitement, si nous voulons bien prêter l'oreille, dans les lieux si variés où doit s'opérer normalement la transmission d'une culture, dans tous les lieux d'une société marquée par une autorité. Car c'est bien
le propre de l'autorité, qu'elle est là pour transmettre la fécondité d'un héritage qui nous précède. Dans tous ces lieux que sont, par exemple, la famille, dont la crise contemporaine n'est rien d'autre que l'un des symptômes de cette rupture de la transmission. Mais aussi, par exemple, dans l'Église, où la rupture de la transmission s'est déployée, elle aussi, avec une force particulière. Si tant d'églises sont aujourd'hui vides, ce n'est pas que les gens ont cessé de croire, mais c'est que bien des générations, quelques générations, se sont senties coupables subitement de transmettre ce qu'elles avaient reçu, comme si cet acte qui pourtant pouvait paraître le plus naturel, donner à ceux qui nous suivent le meilleur de notre propre existence, le meilleur de ce qui a fait grandir notre vie et notre liberté, était devenu un acte coupable. Car voilà exactement la clé du problème, le nœud de la difficulté, c'est que la transmission est devenue synonyme d'aliénation. Pour quelques générations, la transmission est devenue l'occasion d'un enfermement de l'enfant au profit des préjugés et des superstitions de l'adulte qui projette sur lui ses propres représentations du monde. Souvenez-vous de cette phrase, souvenez-vous de cette petite phrase qui aurait justifié à elle seule un soulèvement généralisé, mais qui, dans l'atonie de notre société, est passée inaperçue. Cette petite phrase de notre précédent ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, affirmant que l'État doit arracher les enfants au déterminisme familial. Qu'est-ce que voulait dire cette petite phrase, sinon que la famille est un lieu de déterminisme, c'est-à-dire un lieu d'enfermement, un lieu d'aliénation de l'enfant. Pour qui veut bien prêter l'oreille, là encore, le discours commun est rempli de ces conceptions qui nous disent que les lieux de la transmission mettent en danger la liberté de ceux qui bénéficient de cette transmission. Tout ce que notre société nous dit, c'est que notre héritage commun enferme ceux qui le reçoivent et que par voie de conséquence, il faut le déconstruire, il faut le défaire, il faut le dissoudre au profit de la liberté née de nulle part, de cette liberté du vide, de cette liberté d'indétermination, de cette liberté d'indifférence qui bénéficiera enfin à nos enfants désormais déshérités, mais enfants de ce fait affranchis, enfants désaliénés par le refus de la transmission. Voilà, me semble-t-il, ce qui est la cause de toutes les crises, ou en tous les cas, la cause de toutes les facettes de cette même crise que nous voyons se déployer devant nous dans la société contemporaine. Alors, il serait long de refaire avec vous l'histoire de cette crise de la transmission. C'est ce que j'ai tenté de faire dans ce très modeste ouvrage que M. Maugendre vous a décrit avec beaucoup trop de bienveillance, si bien que là encore, il ne pourra que vous décevoir. C'est un très modeste ouvrage parce que pour faire l'histoire de cette crise, il faudrait évidemment beaucoup plus qu'une thèse, il faudrait beaucoup plus que plusieurs thèses. Il faudrait des milliers et des milliers de pages pour revenir sur une généalogie intellectuelle qui, comme toute histoire intellectuelle, est complexe, heurtée, mélangée, nuancée, et sur laquelle donc il faudrait passer beaucoup de temps. Mais j'ai tenté d'isoler peut-être 3 moments, 3 événements intellectuels qui sont le signe de cette rupture de la transmission, 3 porte-parole et 3 constructeurs en même temps de cette déconstruction de notre héritage. Le premier moment, c'est celui de Descartes, fondateur de la modernité, dont nous sommes tous les lointains héritiers. Descartes, dont l'entreprise du doute méthodique décrit la déconstruction de l'héritage comme l'occasion d'une libération, d'un affranchissement de la pensée qui désormais se construit sur l'affirmation de la certitude du sujet pensant. Ego cogito ergo sum. Je pense donc je suis. La modernité commence avec cet ego, avec ce jeu solitaire qui pense sans les autres, qui pense contre les autres. Et désormais, l'idéal de la modernité, c'est le self-made man, l'homme qui s'est fait tout seul, l'homme qui a fait tout seul la totalité de sa propre pensée et qui se doit à lui-même toute certitude et toute autorité. Le deuxième moment, le plus important certainement, c'est le moment rousseauiste. Rousseau, c'est celui qui pense une éducation sans médiation, une éducation négative. Et si vous voulez connaître le programme de l'éducation contemporaine, par pitié, ne lisez pas le bulletin officiel de l'éducation nationale qui de toute façon est terriblement ennuyeux et insipide, mais lisez au contraire l'Émile de Rousseau. L'Émile de l'éducation, c'est le programme de l'éducation nationale contemporaine qui s'articule tout entier autour de cette devise, Rousseau parlant de son élève imaginaire, parlant de cet Émile, écrit comme un programme positif, comme un programme enthousiasmant, ce qui devient la devise de notre système éducatif. Je lui apprends bien plus à ignorer qu'à savoir. Tout est là, mes chers amis, tout est là. Je lui apprends bien plus à ignorer qu'à savoir. C'est ce qu'avec mes 850 000 collègues, nous nous échinons à faire appliquer dans nos salles de classe. En tous les cas, c'est ce qu'on voudrait nous faire appliquer aujourd'hui. Et le résultat est au rendez-vous. Et le résultat, c'est...
Et oui, chers amis, car ne croyez pas qu'il s'agisse d'un échec. L'éducation nationale n'est pas un échec. Ceci n'est pas un échec, ce n'est pas un raté. C'est la réussite d'un projet parfaitement explicite, jusque dans ses ultimes conséquences. Car de fait, si la Société des Lumières a cru trouver dans le bon sauvage l'exemple même d'une humanité accomplie, achevée, ramenée à sa perfection naturelle, eh bien Rousseau a construit une pédagogie qui vise à produire dans nos élèves cette figure de l'humanité accomplie. Et je ne résiste pas au plaisir, même s'il ne faut pas que je dépasse le temps qui m'est imparti, je ne résiste pas au plaisir de vous faire partager cette description que Rousseau produit, description merveilleuse dans sa générosité intellectuelle, dans sa lucidité, dans son caractère explicite et transparent, description de cet élève idéal que Rousseau veut produire, de cet élève idéal que nous voyons aujourd'hui sortir de nos établissements scolaires dans les lieux les plus défavorisés de notre pays. Émile, écrit Rousseau, Émile a peu de connaissances, mais celles qu'il a sont véritablement siennes. Il sait peu généraliser d'idées, peu faire d'abstractions. Émile ne sait ce que c'est que métaphysique ou morale. Et ceci est une description positive, mes chers amis, c'est une description enthousiasmante. Il n'a aucune idée des relations morales de l'homme à l'homme, mais il sait tout des relations de profit de l'homme aux choses. Émile croit ne rien devoir à personne, il est seul dans la société des hommes, il ne compte que sur lui seul. Émile n'est pas un sauvage fait pour habiter dans la nature, c'est un sauvage fait pour habiter dans les villes. Mes chers amis, quand nous entendons parler de l'ensauvagement du monde dont toute notre société semble se plaindre, rappelons-nous que cet ensauvagement, nous l'avons créé nous-mêmes en rompant avec la transmission de notre héritage, parce que c'est dans la transmission de cet héritage que seul l'homme peut trouver la condition de sa propre humanité, de sa propre humanisation. Et le dernier moment de cette rupture que j'ai tenté d'isoler humblement, eh bien c'est le moment bourdieusien. Il y a exactement 50 ans, en 1964, Pierre Bourdieu avec Jean-Claude Passeron publiait Les Héritiers dont là encore nous entendons parler jour après jour, peut-être l'avez-vous vu dans la polémique sur la notation. Eh bien cette polémique sur la notation, elle est tout entière bourdieusienne, elle nous dit que les notes, et c'est ce qu'on nous expliquait à l'UFM, ne sont qu'une occasion de reproduction sociale. Nos formateurs nous expliquaient que en mettant des notes à nos élèves, nous nous faisions les capots de la société multinationale, de l'univers ultralibéral et que nous désignions aux entreprises de demain les masses laborieuses résignées que nous étions en train de leur préparer. Bref, le travail de Bourdieu finit de criminaliser la transmission en la décrivant comme un artifice coupable au service de la reproduction des privilèges. Voilà peut-être d'une certaine façon ce qui signe l'acte d'ingratitude de la société contemporaine à l'égard de notre héritage. Et je voudrais simplement, dans les 3 minutes qui me restent pour conclure cette brève intervention, je voudrais simplement vous dire à quel point cette ingratitude est coupable, car de fait, nous le savons bien, le propre de l'expérience humaine, le grand mystère qui traverse l'expérience humaine, c'est que nous sommes par nature des êtres de culture, c'est-à-dire que nous sommes par nature des êtres de médiation. L'homme n'est pas immédiatement lui-même. Pour accomplir les facultés qui sont le propre de son espèce, qui sont le propre de sa nature, le propre de l'homme est qu'il a besoin de la rencontre avec l'autre, qu'il a besoin de la rencontre avec ceux qui le précèdent, qu'il a besoin que lui soit transmis une culture, une langue, un savoir, un héritage qui sont construits pour lui par les générations qui le précèdent afin de rejoindre sa propre nature, de rejoindre sa propre humanité et d'accomplir sa propre liberté. Car enfin, quelle liberté y a-t-il hors de la culture? Quelle liberté peut naître hors de la langue? Quelle liberté se constitue lorsqu'aucun héritage n'est transmis? Aucune liberté. Le propre de toutes les grandes idéologies, mes chers amis, le propre de toutes les révolutions, c'est qu'elles ont voulu faire table rase de notre héritage et qu'elles ont toutes abouti à l'abolition absolue de la liberté de l'homme. Au nom de la liberté, on voudrait couper nos racines. Au nom de la liberté, on nous prive de ce dans quoi seule peut se constituer toute authentique liberté, c'est-à-dire la réception de notre héritage, réception qui marque l'effet d'une gratitude, d'une reconnaissance, de cette reconnaissance que nous devons à ceux qui nous ont précédés, de cette piété que nous éprouvons, cette piété filiale que nous devons aux générations précédentes qui ont construit pour nous ce trésor sur lequel nous pouvons à notre tour apprivoiser ce que veut dire être humain, apprivoiser notre propre liberté et notre propre aventure singulière. Je termine en vous disant, mes chers amis, mon infinie reconnaissance, car c'est précisément sur cet acte de reconnaissance, sur cette action de grâce que nous pourrons seuls reconstituer le travail de la transmission. Et je termine en vous disant mon infinie reconnaissance, car ce lieu dans lequel nous sommes aujourd'hui a été et est toujours, au milieu d'un siècle d'ingratitude, un lieu qui nous relie à notre histoire, à notre héritage, un lieu qui
précisément à persévérer dans le travail de la transmission qui a résisté envers et contre tout et qui est aujourd'hui encore une promesse pour l'avenir. C'est dans ce lieu, c'est dans la rencontre avec le livre, c'est dans la rencontre avec notre héritage que s'accomplit toute renaissance, la renaissance catholique, la renaissance nationale, qui sont peut-être une seule et même renaissance, puisque c'est dans notre héritage, dans cet héritage universel que nous transmet notre histoire, que nous pourrons retrouver le sens de notre avenir. Merci infiniment.